Donc, cette étude sur les nettoyants bactériens enzymatiques a été financée par l'IRSST dans le cadre de notre programme de recherche sur la substitution des solvants en milieu de travail. Dans ce programme-là, on a produit au cours d'à peu près une dizaine d'années 10 monographies sur des produits de remplacement pour les solvants traditionnels toxiques ou inflammables, dont 3 solvants qu'on pourrait qualifier de verts puisqu'ils viennent de ressources renouvelables comme le délimonène, le lactate d'éthyle et les esters méthyliques d'acide gras. On avait aussi produit une monographie sur les nettoyants à queue pour remplacer les solvants traditionnels dans certaines applications. Et puis, on avait parlé brièvement à cette occasion-là des nettoyants à base de bactéries et d'enzymes. Depuis quelque temps, il y a plusieurs intervenants qui nous ont contactés à l'université qui étaient inquiets, particulièrement pour les fontaines de dégraissage dans lesquelles on mettait en œuvre là, des bactéries. Parce que les gens se disaient, bon, ben, c'est une soupe dans laquelle peut se développer d'autres bactéries, puis les gens vont être exposés à ça. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une monographie sur ce genre de produits. Je vais vous parler aujourd'hui uniquement des dégraissants bactériens en fontaine et des nettoyants enzymatiques utilisés dans les hôpitaux. Alors, l'objectif général de la recherche était la production d'une monographie sur ce type de dégraissants et nettoyants, en regardant les aspects techniques, les aspects santé, sécurité et environnement, principalement en faisant une revue de la littérature. Et on avait également un comité consultatif dans lequel il y avait des représentants de 4 associations sectorielles paritaires. Il y avait aussi un représentant d'une association patronale et un représentant d'une centrale syndicale. Évidemment, les 3 chercheurs impliqués et une représentante de l'IRSST. On a administré un petit questionnaire à ces représentants d'ASP et on a visité quelques milieux de travail, 6 milieux de travail en tout. Alors, le but du petit questionnaire et des visites était de savoir quels sont les produits utilisés à base de bactéries et d'enzymes, comme nettoyants et dégraissants, quels étaient les secteurs d'utilisation, les méthodes par lesquelles ces produits-là étaient utilisés, les moyens de prévention en place, les expositions observées ou potentielles, le degré de satisfaction des utilisateurs et les problèmes éventuellement de santé, sécurité au travail et d'environnement. Alors, ça a été mentionné plus tôt, en santé publique, lorsqu'on traite de bactéries, on utilise généralement la classification de l'Organisation mondiale de la santé des micro-organismes qui prend en compte leur pathogénicité, la dose infectieuse, le mode de transmission, les gammes d'hôtes, la disponibilité de mesures préventives et la disponibilité de traitements efficaces. Alors, il y a 4 grands groupes. Le groupe 1, où on a des micro-organismes dont le risque est faible ou nul pour l'individu et la collectivité. Le groupe 2, un risque modéré pour les individus, faible pour la collectivité. Le groupe 3, un risque important pour les individus, mais faible pour la collectivité, comme le bacille de Koch. Et le groupe 4, un risque important pour les individus, comme pour la collectivité, qui regroupe presque uniquement des virus, quoique certains auteurs ont tendance à mettre dans ce groupe 4-là des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Lorsqu'on parle d'enzymes, on parle de grosses molécules de plusieurs dizaines de milliers de Dalton de poids moléculaire. Il y a 6 grandes catégories d'enzymes, mais seules les hydrolases nous intéressent quand il est question des nettoyants et des dégraissants. Donc, dans ces produits-là, on retrouve des amylases qui hydrolysent l'amidon, des cellulases qui hydrolysent la cellulose, des lipases qui hydrolysent les lipides et des protéases comme la subtilisine qui hydrolyse les protéines. Quelle est la composition de ces préparations commerciales de nettoyants et de dégraissants? Comme vous le savez tous, c'est difficile d'obtenir des données, des fiches de données de sécurité des fabricants, mais avec la recherche qu'on a fait, un peu de littérature, en général, on sait que ces nettoyants-là sont en phase aqueuse. Les fabricants affirment
y mettre des bactéries mésophiles, c'est-à-dire des bactéries dont la croissance est favorisée entre environ 25 degrés et 40 degrés Celsius. Ces bactéries-là sont de classe 1, qui sont obtenues du sol, de l'environnement. Et les enzymes qu'on y introduit sont produites dans des bioréacteurs. Les concentrations sont généralement à l'usage autour de 0,1 à 1 %, mais les produits concentrés peuvent en contenir beaucoup plus. Dans les nettoyants dégraissants, il faut absolument avoir des substances chimiques qu'on appelle des tensioactifs. Ces substances servent à déloger d'abord la salissure des surfaces à nettoyer. Les produits les plus utilisés, c'est les alcools étoxylés. Et on retrouve différents adjuvants comme des préservateurs, des stabilisants et un tampon. Donc, une fontaine de dégraissage de solvant traditionnelle, ça a été introduit dans les années 50. C'est un réservoir surmonté d'un évier dans lequel circule le solvant avec une pompe électrique. C'est utilisé à la température de la pièce et le travailleur dégraisse sa pièce manuellement avec une brosse, un pinceau. Alors maintenant, de plus en plus, on retrouve des fontaines de dégradation biologique, qu'on appelle, nous, des biofontaines. C'est le même principe, un réservoir surmonté d'un évier. On voit ici le liquide qui coule d'un robinet flexible et il y a un autre boyau par lequel le liquide dégraissant coule, au bout duquel il y a un pinceau qui peut servir au travailleur à dégraisser les pièces. Il y a un autre modèle ici, un peu plus gros, où le travailleur a introduit une grosse pièce de frein à nettoyer. Donc, les biofontaines remplacent les fontaines traditionnelles de solvants. Dans ces fontaines-là, on retrouvait surtout des coupes pétrolières, surtout des hydrocarbures aliphatiques, cycloaliphatiques, parfois avec un peu d'aromatique. Ça sert à dégraisser des pièces, surtout en entretien mécanique. On en trouve beaucoup dans les garages et dans les usines où il y a des ateliers d'entretien mécanique, parfois en fabrication. Les fontaines sont chauffées autour de 40 degrés Celsius et les préparations commerciales de dégraissant sont fournies sous 3 formes, soit que le liquide dégraissant contient déjà les bactéries ou que le liquide dégraissant, lorsqu'il passe à travers du filtre dans la biofontaine, dans le filtre, ça introduit les bactéries, ou le dégraissant est fourni sous forme liquide et l'opérateur doit ajouter une pastille ou une tablette d'ensemencement. Comme je le disais tantôt, donc le nettoyage se fait manuellement avec pinceau et brosse. Ce qu'on a observé en milieu de travail, c'est que dans les milieux de travail, le peu de milieux de travail qu'on a eu la chance de visiter, c'est que les travailleurs étaient tous très satisfaits. La revue de la littérature a montré aussi techniquement que ces produits-là étaient efficaces pour débarrasser les différentes salissures sur les pièces à comparer aux solvants traditionnels. Certaines salissures peuvent détruire la flore bactérienne. Dans 2 milieux de travail, ils nous ont parlé que c'est arrivé, particulièrement dans un atelier d'usinage où ils travaillaient avec l'industrie aéronautique. Il y a un fluide hydraulique à base de phosphate alkylé qui a détruit la flore bactérienne. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser ce type d'appareil-là pour ce type de salissure. Alors, les voies d'exposition qu'on a observées en milieu de travail, c'est la peau. Traditionnellement, les travailleurs utilisaient des gants lorsqu'ils nettoyaient les pièces avec les solvants. Maintenant, ils se mettent les mains à nu directement dans le liquide dégraissant. Et donc, absence de port de gants. Étant donné qu'on a vu qu'il y avait des éclaboussures lorsqu'ils brossaient ou tout ça, il pourrait avoir exposition des muqueuses buccales et oculaires. Et possibilité, on a dit possibilité d'exposition par les voies respiratoires parce qu'on a observé que les travailleurs utilisent une soufflette, donc l'air comprimé, pour assécher les pièces une fois qu'elles étaient dégraissées. Alors maintenant, quels sont les risques de l'utilisation des biofontaines? Il y a peu de données là-dessus. En 2005, un Allemand, Boll, a noté dans sa publication qu'il y avait la présence de bactéries du groupe de risque 2. Il ne donnait pas beaucoup de détails. En 2009 et en 2011, des chercheurs de l'INRS en France
ont suivi la flore bactérienne de 7 biofontaines dans 2 milieux de travail pendant 1 an. Ils rapportent des unités formatrices de colonies par millilitre de dégraissant, non pas dans l'air, autour de 10 à la 3 à 10 à la 6 dans le liquide. Et ils ont noté plusieurs espèces bactériennes différentes de celles d'origine. Donc, comme je disais tantôt, c'est des bactéries de classe 1 qui sont mises dedans, mais il y a des bactéries probablement qui viennent de l'environnement qui sont introduites dans ce liquide dégraissant. Donc, je donne des exemples ici, là, Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa, des bactéries opportunistes qui peuvent profiter d'une baisse du système immunitaire du travailleur. Schulte, un article, il rapportait là-dedans le cas d'une alvéolite allergique extrinsèque chez un travailleur dans un atelier d'usinage qui utilisait une biofontaine de marque connue qui est vendue ici également au Québec. Et puis, ils ont identifié la bactérie qui était à l'intérieur, qui était Bacillus subtilis, au moins celle-là en tout cas. Et puis, ils ont incriminé, les auteurs incriminent directement Bacillus subtilis pour cette alvéolite-là, ce qui est quand même surprenant d'après les recherches qu'on avait faites. Mais ils disent aussi que le travailleur avait un humidificateur contaminé à la maison, donc peut-être que le travailleur aurait pu être sensibilisé d'abord à la maison, mais finalement, c'est pas clair qu'est-ce qui est venu en premier, mais il semble bien que lorsqu'il travaillait, quand il retournait au travail, il était vraiment... sa maladie revenait, là. Étant donné qu'il y a possibilité d'avoir des aérosols lorsqu'il utilise une soufflette pour assécher les pièces, on s'est posé la question, en attendant qu'il y ait des données d'exposition, qu'est-ce qu'on va recommander comme appareil de protection respiratoire? Alors, on a utilisé le modèle de gestion graduée des risques développé par notre collègue Jacques Lavoie, qui va vous expliquer cet après-midi, avec l'exemple d'un garage. Et puis en faisant comme hypothèse que le liquide dégraissant auquel il est exposé avait des bactéries de classe 1 et 2. Et puis les déterminants de l'exposition, le niveau de maîtrise, ce serait 4 changements d'air à l'heure qui est recommandé par le règlement santé-sécurité au travail. Et soit qu'il y avait un taux de génération nul, si on considère qu'il n'y a pas de bioaérosol parce qu'il n'utilise pas de soufflette, ou s'il utilise la soufflette, on considère que la génération d'aérosol est faible. Donc, ça donnait un facteur de protection caractéristique soit de 0, donc aucun appareil de protection respiratoire, ou 10, ce qui donnait un appareil de protection respiratoire de type N95. Ce qu'on recommande, au lieu d'utiliser l'appareil de protection respiratoire, c'est simplement rincer à l'eau avant le séchage à la soufflette. Donc, on pourrait éliminer l'APR à ce moment-là. Il faut respecter le RSST au niveau de la pression de la soufflette, donc une pression en deçà de 200 kPa. Et puis, le rinçage doit se faire sans aérosol. Il y avait une des compagnies où on a visité qui, pour éliminer tout danger, faisait son séchage de ses pièces à l'intérieur d'une boîte à gants. C'était très bien, mais ce n'est pas toujours applicable partout. Et puis, évidemment, il faut porter des vêtements protégeant la peau, protéger les mains par des gants, protéger les plaies aussi, parce que les gens peuvent avoir une petite coupure sur les mains, puis là, s'ils s'introduisent les mains dans le liquide, là, c'est une porte d'entrée pour des bactéries de classe 2, entre autres, là. Et puis, porter lunettes de protection aux visières et respecter les mesures d'hygiène personnelle. Maintenant, parlons brièvement des nettoyants enzymatiques dans les hôpitaux. Ces nettoyants à base d'enzymes sont utilisés dans les unités de retraitement des dispositifs médicaux, entre autres. Ce sont donc les instruments chirurgicaux, scalpels, ciseaux, qui ont été utilisés par les chirurgiens, et les endoscopes. Un endoscope, c'est une sonde éclairante pour l'examen d'une cavité profonde du corps, par exemple bronchoscope, duodénoscope, cystoscope. Et quand on parle de décontamination de l'ensemble de ces instruments-là, ça peut aller jusqu'à 3 étapes. Le premier nettoyage, ensuite la désinfection, puis ça peut aller jusqu'à la stérilisation.
Mais quand on parle de nettoyant à base d'enzymes, c'est utilisé juste au niveau nettoyage, donc la première étape. Ces nettoyants enzymatiques sont utilisés de façon manuelle ou dans un autolaveur. Lorsqu'ils sont utilisés de façon manuelle, c'est ce qu'on a observé dans un seul hôpital. Ce n'est pas une étude exhaustive. Donc, le nettoyant était dilué à l'eau chaude du robinet dans des bassins ou éviers en acier inoxydable et les instruments, notamment les endoscopes, étaient immergés, trempés et brossés. Là, on a observé qu'il y avait des éclaboussures. Il y avait parfois un séchage à la soufflette, particulièrement pour les instruments chirurgicaux. On voit ici un endoscope en noir qui est immergé dans le nettoyant enzymatique. On voit une seringue en blanc qui est branchée sur l'endoscope. Alors, le travailleur pompe le liquide dégraissant à l'intérieur de l'endoscope pour bien le nettoyer. Alors, si c'est utilisé dans des autolaveurs pour nettoyer les instruments, c'est surtout pour des grandes pièces comme les plateaux d'instruments chirurgicaux. Le nettoyant est pompé automatiquement et puis l'aspersion des surfaces se fait en circuit fermé, donc il n'y a pas de possibilité d'exposition des travailleurs au nettoyant. Une note ici, c'est qu'il y a une ligne directrice de Santé Canada qui exige que les fabricants d'instruments chirurgicaux et diagnostiques indiquent à l'utilisateur ultime, donc aux hôpitaux, quel nettoyant utiliser et la façon de l'utiliser. Donc, les nettoyants enzymatiques utilisés en milieu hospitalier, c'est recommandé par les fabricants. Donc, ils doivent utiliser ce qui est indiqué avec les instruments qu'ils utilisent. Maintenant, quels sont les effets potentiels des nettoyants enzymatiques dans les hôpitaux? Catherine Lemierre, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, a été la première à identifier un cas d'asthme à la subtilisine, qui est une enzyme protéolytique contenue dans le nettoyant enzymatique qui était utilisé comme nettoyant à cet endroit-là. Donc, un premier cas d'asthme. Tripathi, en 2001, a rapporté un cas d'alvéolite allergique extrinsèque pour ce même genre de produit. Et Adisèche, en 2011, dans 3 milieux de soins différents, a rapporté 2 cas d'asthme avérés et 4 cas possibles d'asthme ou de rhinite allergique. Maintenant, au niveau de l'exposition, dans le même article de Adisèche, lors du nettoyage de cystoscope dans un évier, il rapporte un niveau en poste fixe de 10 nanogrammes par mètre cube de subtilisine, mais sans mentionner la méthode d'échantillonnage et la durée d'échantillonnage. Et il a noté aussi des contaminations de la surface autour de l'endroit où il nettoyait les endoscopes. Plus récemment, un rapport du Health and Safety Laboratory a fait une campagne d'échantillonnage dans 7 services d'endoscopie. Et puis, ils ont utilisé la méthode analytique du HSL, qui est une méthode non spécifique, mais c'est la seule méthode qui est disponible. Et ils ont rapporté, donc ça mesure l'activité protéolytique. Ils disent qu'ils utilisaient la subtilisine Carlsberg comme étalon, mais éventuellement, d'autres protéases pourraient réagir. Donc, les niveaux qu'ils rapportent, là, ils ont rapporté 14 prélèvements personnels sur 8 heures et 14 en poste fixe. Je rapporte seulement ici les données là, en nanogrammes de 9 à 67 nanogrammes par mètre cube. Et ils ont noté une contamination importante des surfaces de travail jusqu'à 200 microgrammes par 100 cm². Alors ici, on a des valeurs limites. La subtilisine, c'est la seule enzyme pour laquelle il y a des valeurs limites réglementaires. Au Québec, c'est 60 nanogrammes plafond, tandis qu'au Royaume-Uni, ils sont à 40 nanogrammes mètre cube sur 8 heures. En Suède, 24 nanogrammes par mètre cube, 8 heures, mais 72 sur 15 minutes. Il y a des valeurs non réglementaires, comme celle de l'ACGIH, auquel adhère le Québec, et des normes à noter internes chez les fabricants de lessive qui ont été les premiers à utiliser la subtilisine dans les poudres à lessive dans les années 60. Ça va de 5 à 20 nanogrammes par mètre cube, dépendamment du type d'enzyme. Alors, quelle est la problématique de prévention pour les nettoyants enzymatiques? On sait que c'est des sensibilisants respiratoires, pas seulement la subtilisine, mais d'autres enzymes aussi. Les niveaux d'exposition sont peu documentés. On peut observer des éclaboussures. Il y a possibilité peut-être d'aérosols. Il y a des cas d'asthme rapportés,
Et au Québec, on a une méthode d'analyse qui est en développement pour la subtilisine. Et nous, de notre côté, on a observé que dans les hôpitaux, certains travailleurs portent un masque chirurgical. Comme vous le savez, ce n'est pas un appareil de protection respiratoire pour nettoyer les instruments chirurgicaux. Ceux qui nettoyaient les endoscopes n'avaient aucun masque et on a observé des éclaboussures. Gourdeau de l'INSPQ a recommandé le port d'un masque N95 s'il y avait soupçon ou présence du bacille tuberculeux sur les appareils à nettoyer. Alors nous, en attendant qu'il y ait des données d'exposition, l'idéal, ce serait de nettoyer les instruments et les appareils sous la hotte. Mais s'il n'y a pas de hotte, port d'un appareil de protection respiratoire de type N95 et puis protection des muqueuses, lunettes et visières, parce que tout le monde ne portait pas ce genre d'appareil protecteur. Pour le reste, les gants longs en nitrile, les blouses à manches longues, le bonnet, les couvre-chaussures étaient portés par les travailleurs. En conclusion, on peut dire que au niveau des biofontaines, c'est une bonne solution de remplacement pour les solvants traditionnels inflammables ou toxiques. Il faut que les travailleurs portent des gants parce qu'il n'y a pas juste le liquide neuf, il y a toutes sortes de produits, d'autres bactéries dans ce liquide, ainsi que des salissures qu'on veut pas, on ne veut pas être exposé aux salissures non plus. Et on recommande le rinçage à l'eau si on utilise la soufflette. Pour les nettoyants enzymatiques, c'est des nettoyants exigés par le fabricant, donc on recommande le N95 si on soupçonne des aérosols et en l'absence de hotte de laboratoire et se protéger la peau et les muqueuses. Pour les perspectives de recherche en finissant, étant donné que c'est une étude exploratoire, on a visité peu de milieux de travail et puis on a peu de données au Québec. On recommande de faire une cartographie de l'utilisation des biofontaines au Québec, de faire également une cartographie de l'utilisation des nettoyants enzymatiques, de caractériser la flore microbienne des liquides dégraissants des biofontaines utilisés ici et de mesurer les bioaérosols lors de l'utilisation de biofontaines, notamment lorsqu'on utilise la soufflette, et de mesurer les aérosols lors du nettoyage d'instruments en milieu de soins. Merci de votre attention.